Pour ou contre? Tous les jours, 11h midi sur le FM. Chérie, je ne t'aime plus, je n'en peux plus, je souhaite divorcer. Et après le divorce, la garde de l'enfant qui est toujours une chose qui fait débat. Malgré une forte majorité de cas où l'enfant reste aux côtés de sa mère, plusieurs associations souhaitent que le père soit davantage considéré comme option, chose encore trop peu fréquente. Mais en voyant plus ou presque plus l'un ou l'autre de ses parents, l'enfant va subir un manque et peut parfois avoir un sentiment de culpabilité. Et à l'inverse, le parent ne voyant plus son enfant peut souffrir en se sentant exclu de la relation avec l'enfant. Il est donc 11h02 maintenant et vous allez pouvoir nous donner votre avis. Alors on se pose la question aujourd'hui du divorce. On va l'aborder dans sa généralité et puis on va surtout s'intéresser à la garde des enfants. Et souvent c'est là la bataille au sein du divorce. C'est rare maintenant qu'on se bat pour un canapé. C'est des choses qui restent optionnelles aujourd'hui. Maintenant par contre c'est vrai qu'il y a cette guerre entre le père et la mère dans les cas où ça ne se passe bien. Ça ne se passe pas mal, exactement. Après, c'est vrai qu'heureusement pour les enfants, il y a des parents qui arrivent à se mettre d'accord. Alors, vous allez nous donner votre avis. Est-ce que vous trouvez ça normal et logique que ce soit en majorité les mamans qui récupèrent la garde des enfants? Vous êtes divorcé, papa ou maman, vous vous battez pour avoir la garde de vos enfants. Eh bien, vous allez pouvoir venir témoigner jusqu'à midi sur l'antenne de l'Or FM 03 82 21 04 04. Également sur les réseaux sociaux et sur la page Facebook officielle l'Or FM. N'hésitez pas à venir en parler avec nous, avec nos invités en studio. Maître Adeline Borella, avocate au barreau de Thionville. Bonjour maître. Bonjour. On a au téléphone avec nous Élodie Singal, psychothérapeute. Bonjour madame Singal. Bonjour. Merci encore une fois d'avoir accepté cette nouvelle invitation. Psychothérapeute et avec nous au téléphone Jacqueline Philippe, présidente de l'association L'Enfant d'abord. Bonjour madame Philippe. Bonjour. Et merci également d'avoir accepté notre invitation. Alors maître, on va commencer par le commencement et le divorce. Que dit la loi en général, sans rentrer spécialement dans les détails, on y rentrera un peu plus tard dans l'émission, mais que dit la loi sur le divorce? Comment se passer? Voilà, je suis avec ma femme, je m'entends plus avec, on décide de divorcer. Alors, deux possibilités. Soit vous faites un divorce à l'amiable, donc un divorce par consentement mutuel, qui suppose que vous soyez d'accord sur tout. Donc la résidence des enfants et les autres conséquences qui prend en charge le passif de la communauté, comment se partage la communauté, les meubles. Soit vous passez par un divorce qu'on appelle contentieux. Et là, chaque époux prend son avocat et chacun se défend. Ce type de divorce se passe en 2 étapes. Première étape, une requête qui est déposée par l'un ou l'autre des époux. Les époux sont convoqués par le juge en vue d'une tentative de conciliation. Lors de cette audience, le juge prend des mesures provisoires, c'est-à-dire où vont résider les enfants, qui va continuer à habiter dans le domicile conjugal, qui va prendre en charge les crédits. Deuxième étape, c'est l'assignation en divorce, où là, on saisit le juge pour demander le prononcé du divorce. D'accord, donc c'est quand même très procédurier quand ce n'est pas avec un consentement mutuel. Aujourd'hui, moi je pense, je n'ai pas connu de divorce et je touche du bois, mais aujourd'hui je me rends compte d'une chose, c'est que si on décide de divorcer sous un contentieux, on engage des frais de justice. Oui. Ça devient une guerre interminable assez régulièrement, alors que si on fait ça à l'amiable, ça coûte pas un rond, c'est ça? Ah non, vous avez quand même des frais... Il y a quand même des frais pour un divorce même s'il n'y a pas d'avocat. Vous êtes obligé de prendre un avocat. Dans tous les cas, divorce à l'amiable, les 2 époux peuvent prendre le même avocat ou chacun son avocat. Divorce contentieux, chacun prend son avocat. D'accord. Mais dans tous les cas, vous avez des frais. Je pensais qu'on pouvait divorcer sans prendre d'avocat en fait. Je pensais qu'on pouvait tout décider. Bon, mais voilà, réfléchissez avant de vous marier. Hein. C'est vrai. On se marie pas au bout de 2 mois. Enfin, sauf si vous êtes sûr, tant mieux dans ce cas-là. Le mariage en lui-même, on vient de faire le tour avec donc le divorce et on va s'intéresser donc à ses enfants. Et on va parler avec Élodie Singal. On rappelle, vous êtes psychothérapeute. Aujourd'hui, Élodie Singal, les enfants victimes du divorce de leurs parents, c'est assez régulier. Je pense que vous allez pas me contredire là-dessus. Oui, victime forcément, puisqu'ils ne font que subir, ils ne choisissent pas et oui, forcément victime. Oui. Alors comment... Pas forcément victime négativement, mais forcément victime. Comment annoncer, on va commencer par là, comment annoncer à un enfant que ses parents ont décidé de divorcer sans forcément essayer de le bousculer le moins possible? Alors, le plus important dans l'annonce aux enfants, c'est de bien contrôler ses émotions. C'est-à-dire qu'il faut donner l'impression à l'enfant qu'il n'y a pas de débordement émotionnel, que ça n'est pas dramatique, que c'est embêtant, que c'est douloureux. On prend en compte évidemment toute cette souffrance, mais on ne doit pas arriver avec sa panique. Il faut pouvoir donner à l'enfant des réponses concrètes aux questions qu'il se pose. Quand il va se demander mais comment on va faire, chez qui je vais vivre, qui va garder la maison, l'appartement, est-ce que je vais
vais changer d'école? Est-ce que je vais voir mes copains? Il faut pouvoir, quand on annonce à l'enfant, il faut pouvoir répondre à ces questions. Et si on ne peut pas y répondre, de lui dire c'est une question pertinente à laquelle on va te répondre rapidement. Parce que l'autre chose très importante, c'est qu'on n'annonce pas tout seul à son enfant son divorce. On l'annonce à 2 parents. C'est mieux pour pas surtout, que... Je pense que c'est mieux pour pas qu'on ait l'impression qu'un parent monte l'enfant contre l'autre. Il y a ça, mais c'est aussi parce que ce qui fait partie des compétences parentales les plus importantes, c'est de montrer à l'enfant que les parents sont solidaires, sont complices, sont d'accord. C'est-à-dire que moins on montre d'animosité entre les 2 parents, plus on montre de la complicité, plus on enseigne à l'enfant une structure justement de sécurité. C'est-à-dire que si moi, maman, je divorce de papa et qu'on continue à bien s'entendre, on n'est pas d'accord sur tout, on n'est pas obligé d'être d'accord sur tout, mais qu'en tout cas, on se fait confiance pour avancer, quoi qu'il arrive, l'enfant va apprendre des façons de faire, des gestions de stress qui sont très importantes pour lui ultérieurement et pour sa façon de gérer justement ce moment-là. Donc c'est pour ça qu'il est important que les 2 parents l'annoncent ensemble. Alors, il arrive souvent, je pense que, j'espère que vous n'allez pas me contredire, je pense qu'on a travaillé un petit peu l'émission, il arrive souvent le phénomène de culpabilité chez l'enfant. Oui, parce que l'enfant, de toute façon, étant donné qu'il ne fait que subir ce qui se passe autour de lui, il ne choisit rien dans son environnement de manière générale, forcément, au lieu d'aller remettre en question son parent, il va d'abord aller chercher chez lui ce qui ne va pas, ce qu'il n'a pas bien fait. Et aujourd'hui, Oui, du coup, il faut... J'ai un enfant un jour qui a entendu ses parents se disputer derrière la porte. L'un des parents est sorti en colère en disant, bien, puisque c'est comme ça, je divorce. L'enfant est resté convaincu pendant très très longtemps que c'était de sa faute, parce qu'il avait écouté derrière la porte. Parce qu'il ne peut pas aller remettre en question l'amour, puisque l'amour est une question de survie chez lui. Et surtout qu'il peut pas spécialement comprendre, tout dépend de l'âge aussi, hein. C'est peut-être, enfin, c'est pas plus facile à gérer, mais c'est plus facile à comprendre quand on a 16, 17 ans que quand on en a 7 ou 8. Bah, pas forcément, hein. C'est un faux semblant, hein. Parce qu'un enfant de 3 ans, de toute façon, il comprend pas tout, mais quelque part, il a plus cette flexibilité à s'adapter aux choses. Il est beaucoup plus résilient. Il a le cerveau qui n'est pas du tout fini. Enfin, à 16 ans non plus, puisqu'on vient de prouver que c'est à 25 ans que la pensée abstraite était terminée. Mais en tout cas, à 3 ans, l'enfant est très adaptable. Alors après, encore une fois, si je suis un parent très stressé, très en panique, que je gère très très mal mon divorce, que je ne suis plus disponible, que je rentre dans la dépression, forcément, l'enfant va en subir des conséquences. Mais à 3 ans, l'enfant acceptera plus facilement un divorce qu'à 16 ans. À 16 ans, il va se mettre à juger son parent. D'abord, c'est un âge où on juge son parent, mais en plus, imaginons qu'il y ait eu un adultère ou un parent qui était moins compétent que l'autre ou un parent qui est plus en détresse, il va beaucoup plus facilement s'identifier et rentrer en colère contre l'autre parent. Alors aujourd'hui, Madame Singal, comment répondre à un enfant? Est-ce qu'on peut poser la question, je parle sur le plan psychologique, on parlera sur le plan de la loi après avec vous, maître, comment expliquer à un enfant si l'enfant se dit bah moi je vais aller vivre avec maman ou moi je vais aller vivre avec papa, est-ce que c'est une bonne idée peut-être de proposer à l'enfant ses préférences ou au contraire c'est une chose qu'il faut lui imposer? Alors, il y a les deux. En fait, il faut faire les deux. Il faut à la fois entendre l'enfant sur son désir. Après, il faut remettre ce désir dans un contexte. Il faut avant tout prendre en compte l'organisation des 2 parents. Je veux dire, si j'ai envie de confier l'enfant à papa, mais que papa est sur la route en permanence et n'est pas disponible, c'est ridicule. L'enfant, dans ce cas-là, est voué à rester seul. Donc, même s'il a envie de vivre chez papa n'étant pas là, il vivra chez maman. Il y a aussi, donc, il faut prendre en compte l'organisation des 2 parents, la disponibilité des 2 parents. Il faut prendre en compte son désir, mais il ne faut pas oublier que le désir d'un enfant est très changeant. À 10 ans, je peux avoir envie de vivre chez papa, à 11 ans chez maman, à 11 ans et demi, retourner chez papa, après 4 ans chez maman. Enfin, l'enfant, il va aller forcément vers celui... Alors, auquel il est le plus attaché évidemment, mais l'attachement est très relatif chez l'enfant, mais aussi il va aller vers celui chez qui il aura plus de pouvoir. Oui, il sera plus libre en fait. Plus libre et plus de pouvoir. Je veux dire, si moi je suis un parent, je peux être un peu autoritaire, mais quelque part je lui cède beaucoup plus de choses, parce que c'est pas parce que j'ai un ton autoritaire, que je donne l'impression d'être autoritaire, que je ne cède pas derrière. L'enfant, en fait, il ira vers celui qui sait le mieux manipuler. Et aujourd'hui, du coup... Parce que l'enfant est dans la toute-puissance et même jusque très très tard. Donc en fait, moi je pense qu'il faut entendre l'enfant. Que souhaites-tu?
Bien lui dire qu'aucune décision n'est définitive. Si aujourd'hui tu souhaites une résidence exclusive chez maman ou chez papa, ou une résidence alternée, ou au contraire une résidence sur 2 tiers, 1 tiers, etc., faut l'entendre, faut le prendre en compte, mais il faut surtout lui dire que son avis n'est pas la décision. La décision sera prise dans un but d'ensemble. Parce qu'il ne faut pas qu'il porte la décision de faire mal à l'un de ses deux parents. C'est ça, il faut pas lui Un donner enfant, plus il de est pas responsabilité responsable. qu'il a en avoir en fait. À mon sens, il Pardon ne faut absolument pas le placer dans un conflit de loyauté par rapport à ses parents. Il ne faut pas lui demander de choisir l'un ou l'autre, puisque Ouais. là, vous mettez l'enfant dans un conflit de loyauté, et c'est Ouais. tout à fait insoutenable pour un enfant. Alors, on a au téléphone avec nous également Jacqueline Philippe, présidente de l'association L'Enfant d'abord. Bonjour Madame Philippe. Bonjour. Alors, je vais vous demander dans un premier temps, s'il vous plaît, de nous présenter un petit peu l'association L'Enfant d'abord. Oui, alors c'est une association qui a été créée il y a une dizaine d'années par mon mari, sur l'instigation de mon mari qui était professeur de médecine. Quand la loi de mars 2002 est sortie, il y a eu un tel engouement pour la résidence alternée égalitaire, comprise comme un temps égalitaire, et il y avait des enfants de tous âges, des tout petits, 6 mois, 12 mois, 24 mois, qui étaient soumis à des résidences alternées, très délétères pour eux. Donc des collègues, des amis, commençaient à avoir des enfants déglingués par ce système d'hébergement, et donc mon mari a eu l'idée de créer cette association, surtout le site internet, pour dire qu'un enfant ne pouvait pas se partager, un jeune enfant ne pouvait pas se partager comme une part de gâteau, qu'il avait des besoins spécifiques, dont un qui s'appelle l'attachement, qui n'était connu que de quelques initiés à l'époque, et on voulait faire connaître ça. Voilà. D'accord. Alors aujourd'hui, on parle hein, du divorce des parents avec une garde à déterminer. Je pense que votre association porte bien son nom. L'enfant d'abord, c'est une priorité que les couples doivent avoir au moment du divorce. Oui, alors qu'ils n'ont pas toujours. Je voudrais rebondir sur ce que disait Madame Singal sur l'âge des enfants au moment de la séparation de leurs parents. Contrairement à ce qu'elle dit, les études internationales indiquent que plus l'enfant est jeune, plus il souffre, peut-être de façon plus intérieure, de la séparation de ses parents. Et je voulais dire que ce qui est important pour un enfant, plus il est petit, plus lui expliquer que pour un enfant, l'amour est pérenne entre ses parents. Ça ne lui vient pas à l'esprit que ses parents peuvent se séparer et ne plus s'aimer. Donc il faut faire très attention en indiquant à l'enfant que Jules et Julie ne s'aiment plus, mais qu'un père, papa et maman aimeront toujours leur enfant, pour le rassurer sur ce point-là. Et puis ensuite, poser, quand on annonce un enfant, d'ailleurs les enfants sentent bien que ça ne va plus dans le couple, expliquer à l'enfant, lui donner quelques jalons pour qu'il n'aille pas fantasmer sur l'inconnu. C'est-à-dire lui dire, ben voilà, tu vas garder la même crèche, la même nounou, la même école, les mêmes copains, lui planter, tu auras 2 maisons, la maison de papa, la maison de maman. Je veux dire, planter quelques jalons pour qu'il puisse fantasmer sur ces jalons et non pas fantasmer sur l'inconnu. Il n'y a rien de pire que l'inconnu et ça les angoisse beaucoup. Voilà ce que je voulais dire. D'accord. Maître, est-ce qu'aujourd'hui, il est possible pour un enfant qui vit comment on appelle ça, en résidence alternée, 15 jours, 15 jours, s'il y a des kilomètres qui séparent les parents, il est possible de suivre 2 scolarités dans 2 écoles différentes? Non, absolument pas. Non. Donc, dans ce cas-là, il faut obligatoirement une résidence un week-end sur 2. On peut pas faire un 15 jours, 15 jours dans ce C'est très cas-là. compliqué dans ces cas-là, on ne peut pas. Effectivement, pour mettre en place une garde alternée, il faut absolument que les parents aient des domiciles qui soient assez rapprochés. On ne peut pas imposer à un enfant une double école, ça c'est pas possible puisque les programmes peuvent varier en fonction de l'établissement. Et puis on peut pas non plus imposer à l'enfant de faire un trajet trop important une semaine parce qu'il est chez papa et qu'il faut une demi-heure pour venir à l'école. C'est carrément impossible. La loi, pour mettre en place une garde alternée, prévoit des critères. L'intérêt de l'enfant, bien évidemment, en premier. Une bonne entente entre les parents, c'est-à-dire qu'il faut quand même un minimum de dialogue entre les parents pour qu'une garde alternée puisse se mettre en place. Et puis que les domiciles des parents ne soient pas trop éloignés. D'accord. Aujourd'hui, Elodie Singal, comment expliquer ça sans froisser des personnes qui peuvent se sentir concernées. Aujourd'hui, la responsabilité des parents est entière quand un divorce se passe mal avec la garde des enfants, parce que les enfants là-dedans n'ont rien à voir. Est-ce que c'est pas un manque de maturité des 2 parents ou un peu d'égoïsme peut-être, sans penser forcément aux enfants, quand les divorces explosent en éclats et qu'aujourd'hui, enfin je sais pas, j'ai pas encore d'enfants, mais la première chose qui me viendrait à l'idée, c'est de me dire, bah voilà, je divorce, ok. Avec ma femme, ça se passe pas comme ça. On s'entend plus, on ne s'aime plus. Mais priorité aux enfants. Alors, le problème qu'il y a dans les divorces, c'est que c'est un moment de grande douleur. Et quiconque est dans la douleur
est très, très égocentré, a beaucoup de difficultés à l'empathie et ne regarde finalement que un mètre devant lui. Et forcément, chaque parent se sent particulièrement responsable et particulièrement meilleur que l'autre parent. Et c'est surtout un moment aussi d'émancipation. C'est-à-dire que là où j'ai fait pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans en fonction de mon mari, maintenant j'ai envie de faire en fonction de moi. Et forcément, en ne faisant qu'en fonction de moi, et avec la pensée que je suis forcément un meilleur parent, je deviens égoïste. Oui, du coup, Parce en que fait. de toute façon, si on regarde bien les motivations de chaque parent, que ce soit par rapport au mode de garde, par rapport à l'argent, quand vous avez dit en introduction qu'il n'y avait pas de combat pour le canapé, si, il y a encore beaucoup de combats pour les canapés et même pour des choses encore plus ridicules. Mais au fond, ce qui se joue là, c'est l'émancipation, c'est le fait de se différencier de l'autre et de dire maintenant je ne fais plus en fonction de toi. Et du coup, je suis très égoïste. Oui, mais J'ai un peu perdu mon idée. non, mais moi, oui, mais quand on a l'analyse psychothérapie comme ça, oui, effectivement, c'est vrai que ça devient logique et ça enlève des idées que je pouvais avoir. Mais bon, quand même, moi, je reste quand même persuadé que l'enfant doit être je sais pas, on a tous autour de nous, on connaît tous forcément des parents qui se battent à coups de procès, à coups de médiateurs pour la garde des enfants. Mais au final, il y a peu de gens qui regardent la tête et puis oui, mais regardez, les enfants. Je suis d'accord avec vous. Mais on a Madame Philippe en face, qui est l'enfant d'abord, qui s'oppose à la résidence alternée et qui pense que c'est complètement motivé. De mon côté, je suis favorable à la résidence alternée. Même dans les théories psychologiques, on n'arrive pas à tomber d'accord. Donc vous imaginez bien que s'il n'y a pas un seul son de cloche en psychologie, en psychiatrie, en pédopsie, etc., comment voulez-vous que le simple parent lambda réussisse à se mettre d'accord ? Et c'est là toute la difficulté, c'est que finalement, je vais dire franchement, je crois qu'on n'en sait rien. Parce que toutes les théories sont basées à la psychosociale, sont basées sur la psychosociale, sur la société et sur ce que la psychologie a pu observer. On a passé, la notion de l'enfant n'existe que depuis 50 ans, donc vous doutez bien qu'aujourd'hui on s'intéresse à l'enfant que depuis 50 ans, ça veut donc dire qu'on ne sait pas grand-chose sur l'enfant, qu'on a observé l'enfant uniquement avec sa mère, tout ce qui concerne les interactions précoces, c'était essentiellement avec la mère. Alors vous allez pouvoir Jacqueline répondre à Elodie Singal. On va marquer une courte pause, prendre la direction de l'inforoute. On est pris par le temps et on revient juste à l'arrêt et on continue cette discussion. L'Or FM. Ami Laurent, vous avez la parole jusqu'à 12h sur l'Or FM. On parle aujourd'hui des gardes alternées, des gardes d'enfants suite à un divorce. Vous allez pouvoir venir témoigner et puis également nous donner votre avis. Même si vous n'êtes pas divorcé, vous n'avez pas d'enfant, vous pouvez venir nous donner votre avis. C'est intéressant également d'avoir l'avis de personnes qui n'ont pas vécu ce divorce pour voir un petit peu ce que pense l'opinion et comment il réagirait, même si je pense, maître, que on peut pas prévoir la façon dont on va réagir. Non, effectivement, c'est imprévisible. Tout dépend des conditions de la rupture, des raisons de la rupture. Voilà, c'est toujours pareil. Quand il y a un adultère ou quand c'est tout simplement un lassement du couple, c'est pas pareil. Alors vous allez venir réagir au standard. Venez nous donner votre avis. C'est votre émission. Vos coups de gueule, ça se passe ici jusqu'à midi. 03 82 21 04 04 également sur les réseaux sociaux. Sur la page officielle L'Or FM. Voilà, vous laissez votre commentaire et on se fera un plaisir bien sûr de lire tous vos commentaires. Maître Adeline Borella au barreau de Thionville est avec nous en studio. Au téléphone avec nous, Jacqueline Philippe, présidente de l'association L'Enfant d'abord, et Elodie Singal, psychothérapeute. Alors il y a eu un petit désaccord avant la coupure pub entre notre psychothérapeute et notre présidente d'association. C'était sur le fait que l'enfant était plus souvent plus proche de la mère que du père. C'est ça, Elodie? Ah, j'ai pas dit ça. Bah, alors j'ai mal compris. J'ai Alors pas parlé de l'enfant plus proche de la mère que du père ou quoi que ce soit. J'ai plus juste d'interaction. que j'étais favorable à la résidence alternée, mais ça ne veut pas dire que je pense que l'enfant est plus proche de maman ou de papa ou quoi que ce soit. Moi, j'aime pas l'idée de la systématisation. Je ne suis pas dans l'idée qu'il faut à tout prix une résidence alternée, mais je ne suis pas dans l'idée non plus qu'il ne faut pas de résidence alternée. Je crois que cela doit s'évaluer au cas par cas, en fonction de l'enfant, en fonction de du couple, en fonction de l'organisation du couple, en fonction de l'entente du couple, en fonction de beaucoup de choses. Mais le caractère systématique du choix de mode de résidence me déplaît. Voilà, c'est surtout ça que je veux dire. Et moi, je viens pas du tout parler de l'attachement de l'enfant. D'accord. Parce que j'ai dans mon cas des enfants qui sont très, 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 très attachés à leur papa et très peu à leur maman, et d'autres cas où c'est le contraire. Donc voilà, ça
c'est vraiment le cas par cas, ça. Alors, quel va être votre avis, Jacqueline Felipe, sur ce... Alors, bon, je voudrais rebondir sur 2-3 choses. Allez-y. L'attachement, Madame Sagal dit que c'est récent, qu'on étudie que la diade mère-enfant. C'est faux. Il y a 50 ans, oui, on étudiait que la diade mère-enfant, mais depuis les années 60, on sait très bien que le père est une figure d'attachement tout aussi importante que la mère, et qu'il n'y a pas que le père, il y a la nounou, la fratrie, les grands-parents, etc. Mais il y a toujours une hiérarchie, et ça sous toutes les cultures, ça a été prouvé scientifiquement, qui montre qu'il y a une figure qui se détache, c'est la personne qui s'occupe le plus de l'enfant dès sa naissance, et forcément dans l'état actuel des choses, c'est la mère. Ça peut être le père. Le plus souvent. Ça Le peut plus être le souvent, père. c'est la mère. Mais oui, c'est le père, mais ça peut être la grand-mère ou la nounou. Alors, le plus souvent, je vous dis, c'est la mère. Non, mais ça peut être le père. J'ai des papas autour de moi qui sont très très présents et plus présents que la maman. Alors, pourquoi... C'est problématique aujourd'hui. Alors expliquez-moi pourquoi aujourd'hui, sur une étude que j'ai de 2010, 72,1% des divorces, la garde des enfants revient à la mère. Elle ne fait Pour deux raisons. Madame Sagal, vous me laissez parler, s'il vous plaît. Bon, le ministère de la Justice vient de sortir un rapport, là, en novembre, là, c'est tout récent, des décisions judiciaires. Dans la majorité des cas où la mère a principalement la garde, je dis principalement, ça ne veut pas dire que le père n'a pas d'accès à ses enfants, c'est en accord parental, c'est-à-dire c'est avec l'accord du père. Il n'y a pas de kidnapping, on présente toujours ça comme s'il y avait un kidnapping des mères sur les enfants. Non, c'est avec l'accord du père. Et sur la totalité des résidences alternées, 80% sont demandés conjointement par les deux parents. Alors, Madame Sagal est favorable à la résidence Si je peux alternée. me permettre, nous avons une avocate. Alors Madame Philippe, attention. Monsieur, vous pouvez me laisser terminer? Oui, je vais vous laisser terminer, mais ne déformez pas les propos non plus d'Élodie Sagal. Elle a dit qu'elle n'avait pas de préférence, qu'elle estimait que les deux... Au départ, elle a dit, je suis favorable à la résidence alternée. Contrairement à nous, moi, je ne suis favorable ni à aucun mode de garde. Et vous êtes défavorable à la résidence alternée? Non, mais la résidence alternée est comprise en France et exigée par les associations de pères comme un temps égalitaire. Moi, je vois des bébés de 14 mois, encore dernièrement, c'est pour ça que je cite cet exemple, qui sont soumis à 8 jours chez chacun des parents. Motivation du juge, c'est parce que les parents sont en grand conflit. Bon, qu'est-ce que vous voulez? Moi, Quand on s'occupe de l'intérêt d'un enfant, je voudrais parler des c'est études, absolument justement. inouï d'avoir une décision comme ça. Alors, moi, je ne suis ni opposée, j'ai jamais divorcé. J'ai 4 enfants, dont 2 fils pères de famille et 2 filles mères de famille. Madame Philippe. On peut pas... Mais laissez Madame Sagal... On va parler des études en question. Je vais vous donner la parole, maître Sagal. Je viens de vous inventer avocat, vous voyez comme quoi. Élodie Sagal, je vais vous donner la parole, on va laisser terminer Madame Philippe. Voilà. Donc, il n'y a pas à être favorable à la résidence. La résidence alternée, c'est le partage de la vie d'un être humain, enfant au cerveau immature de surcroît, en 2 parties égales. Ça n'a quand même rien d'anodin ou de banal. Il faut donc des conditions précises pour que ça fonctionne et que l'enfant en pâtisse le moins possible. Donc voilà, c'est ça. Donc il n'y a pas à être contre, il y a à être pour, connaître les conditions dans lesquelles ça peut marcher. Pour un tout bébé, ça ne marche pas. Ou un tout jeune enfant, ça ne marche pas. Et même en accord amiable, ça ne marche pas. On va poser la question à notre avocate. Je vous laisse juste répondre, Élodie Sagal. Alors moi, je voudrais juste citer une dernière étude qui est très très récente, qui date de cette année, qui est une étude de neurosciences, d'accord, qui est sortie dans Cerveau et Psycho, qui montre que justement l'absence d'un père ou le peu de présence d'un père empêche le développement neuronal de l'enfant, qui fait qu'à l'âge adulte, on constate des troubles du comportement, des conduites addictives, des choses de ce genre. Et je voudrais aussi ajouter que dans mon cabinet, en tant qu'adulte, j'ai essentiellement des enfants qui ont été élevés par leur maman. D'accord? Uniquement par leur maman, avec un papa un week-end sur 2. Eh bien, qu'est-ce que je retrouve? Beaucoup de psychopathologie. Justement, parce que l'enfant, quand il n'a qu'un seul parent à se référer, finit par s'imbiber de la psychopathologie de son unique parent, au lieu de pouvoir aller choisir intuitivement chez l'un des 2 parents ce dont il a besoin. Et quand Madame Philippe, et elle a raison, un enfant de 14 mois a un cerveau qui n'est pas fini, qui n'est pas constitué, mais c'est un cerveau qui a besoin de ses 2 parents, ou en tout cas de plusieurs adultes autour de lui, et de présence masculine. Et moi, je ne suis pas pour l'égalitaire 15 jours, je m'en moque que le papa ait 10 jours et la maman 20 jours, ou que la maman ait 18 jours, le papa 12. Tout ça, pour moi, c'est du combat de coq. Et quelque part, ce cerveau qui n'est pas terminé, il est prouvé aujourd'hui que neurologiquement, il a besoin de ce rapport à l'homme, également pour créer des circuits neuronaux qui ne se feront jamais s'il n'a pas été fait à l'enfance, à la petite enfance. Et ça, on ne peut pas passer à côté de ça. Alors, on a vu, attendez Madame Philippe, s'il vous plaît, on a vu le point de vue psychologique. Moi, j'aimerais quand même demander le point de vue de la justice. Maître, aujourd'hui, un enfant de 14 mois, si vous avez déjà eu l'occasion, comment ça se passe au niveau de la justice?
Est-ce que et c'est possible de faire une garde 15 jours, 15 jours? Effectivement, il y a Mais pas non, d'âge. pas 15 S'il vous jours, plaît, 15 jours. s'il vous plaît, laissez Alors, parler, maître. généralement, c'est pas 15 jours, 15 jours, une garde alternée, bien Ah souvent, oui. c'est une semaine. Après, Les juridiquement, petits, c'est 3 jours, 3 jours. ça peut être aussi 3 jours, 3 jours. Juridiquement, il n'y a pas d'âge en dessous duquel une garde alternée ne sera pas mise en place. Vous avez des parents qui se séparent de fait. Quand on engage une procédure, il y a un délai de 2-3 mois avant que le juge convoque les parties. Forcément, pendant cette période transitoire où les parties sont séparées de fait, mais vous n'avez aucune décision de justice, les parents font un peu ce qu'ils veulent, peuvent déjà mettre en place une garde alternée. Et vous avez des parents qui vont mettre en place, en pratique, une garde alternée pour un enfant de 14 mois, de 20 mois, de 2 ans. Et ça va fonctionner. Tout dépendra de l'enfant et du comportement des parents aussi. Mais Si c'est les- ce que j'allais dire, tout dépend du comportement des deux parents. Tout à fait. Si vous avez les parents qui expliquent à l'enfant et que l'enfant intègre le fait d'avoir 2 maisons, 2 chambres, une semaine c'est papa, une semaine c'est maman, eh bien la garde alternée va être entérinée par le juge. Si l'enfant l'accepte et qu'elle est déjà mise en place en pratique, le juge va entériner la décision. Un tout petit, ne J'aimerais- peut pas. Pardon. Dans la résidence alternée, c'est conclure que tout petit, je parle pour les petits-enfants, n'aura besoin de sa mère que du 1er au 8, n'aura besoin que de son père du 8 au 15, ça ne tient pas la route. Il faut donc un système progressif qui permette au père, et d'ailleurs la philosophie générale, c'est plus l'enfant est petit, moins il doit être séparé longtemps souvent de sa mère dans la majorité des cas, et particulièrement la nuit qui est un moment particulier où le système d'attachement des bébés est réactivé. Mais plus il doit voir son père souvent. C'est-à-dire que quand on voit, nous, des décisions judiciaires où le juge veut être prudent et ne donne au bébé, ne soumet le bébé qu'un week-end sur 2 pour le père accéder à son père et moitié des vacances scolaires, c'est de la folie, tout simplement, parce que le bébé ne veut pas garder en mémoire son père s'il ne le voit pas pendant 15 jours. Le jour où il va à son père un week-end complet avec deux ou 3 nuits, il est en stress, en insécurité interne, en angoisse de séparation, et plus la moitié des vacances scolaires, là c'est encore pire. Donc la philosophie générale, quand aucun des deux parents ne dysfonctionne, c'est que le père voit le bébé le plus souvent possible, mais sans qu'il y ait de discontinuité trop importante dans le rapport à la mère. On continue à se faire un plateau télé à la maison, quoi. Écoutez, vous savez, un bébé C'est affreux. de 6 mois, Oui. un C'est bébé qui pire dort pour un beaucoup. enfant. C'est ce qu'il y a de pire pour un enfant. C'est comme si on faisait d'un parent un sous-parent qui s'en réfère à l'autre parent. Et en fait, on retire la possibilité au parent qui vient chez l'autre de trouver sa place, de Il y a trouver pas son de longtemps, on n'a identité jamais de dit qu'il parent devait avec rester son long. enfant. On dit Moi, qu'il je peut trouve le ça faire chez lui. effroyable. Pas tout en même temps, s'il vous plaît. Elodie Singal, terminé. Et excusez-moi, il y a une chose que je voudrais ajouter, et je voudrais prendre à témoin, avec le risque évidemment d'échouer, maître, excusez-moi, je me souviens plus de votre nom, Maître Borella. maître Borella. Est-ce que vous pouvez confirmer, parce que moi j'ai quand même quelques connaissances avocats, et j'ai quand même pas mal de papas et de mamans dans mon cabinet. Très souvent, quand un papa va voir un avocat et qu'il lui dit « Excusez-moi, j'aimerais demander la résidence alternée », l'avocat lui répond « La probabilité pour vous gagner est tellement peu élevée que je vous conseille de demander des droits de visite et d'hébergement étendus. » Et que très souvent, avant même qu'un père fasse la demande officielle auprès du juge, il y a eu un filtre de la part de l'avocat en fonction de ce qu'il pourra obtenir et non pas en fonction de ce qu'il voudra. Tout à Est-ce fait. que vous pouvez me confirmer ça? Et tout à fait. Tout à fait. Voilà. Donc les données statistiques sont biaisées. Excusez-moi, j'ai coupé encore. Non, pas du tout. Non, mais vous venez de jeter un pavé dans la mare, en fait, hein, tout simplement. Appelons un chat un chat. Ça se passe comme ça, maître? Effectivement, après, nous, notre travail, c'est aussi de voir en pratique comment les choses peuvent se mettre en place. Bien souvent, dans beaucoup de cas, vous avez un papa qui a un travail qui est beaucoup plus prenant que la maman qui a déjà adapté ses horaires dès la naissance de l'enfant pour avoir, par exemple, son mercredi, ou va prendre un emploi à temps partiel qui sera beaucoup plus disponible que le papa. Donc, en pratique, effectivement, une résidence alternée, ça peut être compliqué à mettre en place pour un papa. Donc, on va lui suggérer de demander un droit de visite d'hébergement élargi, effectivement. Alors, moi, Ça n'empêche pas le papa de la mettre en place. Il ne l'a pas fait avant parce que dans l'organisation du couple, ça ne se nécessitait pas. Mais une fois qu'il demande sa résidence alternée, il est obligé de se réorganiser. Et quelque part, on ne lui laisse pas cette chance. Madame Saint-Gall, là, vous édulcorez. Moi, ce que je constate... Excusez-moi, j'entends très mal. Mais vous pouvez nous laisser parler un petit peu. Non, mais elle a dit qu'elle vous entendait pas, Madame Philippe, s'il vous plaît, vous embêtez. Non. J'en ai assez avec les politiques, vous allez pas vous y mettre vous aussi, hein. Alors, je voudrais préciser 2 choses qui sont quand même importantes. La résidence alternée, certains, et je pense que Mme Saint-Gall fait partie de cela, est considérée comme l'étalon de ce qui peut se faire de mieux. La résidence alternée est comprise comme un temps égalitaire. Or, dans tous les pays où ce système a été légalisé,
reviennent tous en arrière les uns après les autres. C'est pas seulement le débat franco-français, c'est dans tous les pays. Le Danemark a légiféré l'année dernière pour que le 50-50 ne puisse plus être imposé. Bien. Donc, considérer que la résidence alternée égalitaire, c'est le système, l'étalon de ce qui peut se faire le mieux, est une erreur. Ensuite, il faut savoir aussi ce qui se passe pendant la vie commune avant la séparation. Or, les 2 dernières études sociologiques qui sont sorties, c'est une de Brugère et Séville en 2011 qui indique que même dans les couples biactifs qui sont plutôt à tendance égalitaire, c'est quand même les mères qui en font le plus. Et l'étude du Centre d'analyse stratégique indique que l'implication des pères, on parle des nouveaux pères, a augmenté de 5 minutes en moyenne en 10 ans. Que les mères sont toujours celles qui sont les principales actrices dans la prise en charge des enfants pendant les vies communes, que c'est elles qui s'organisent le mercredi, qui s'organisent pour prendre un congé de travail quand l'enfant est malade, etc. On est bien obligé de tenir compte de ces données pour savoir ensuite ce qui peut convenir le mieux à l'enfant. Bon, sachant que rien n'est définitif et que ce qui se passe au moment de la séparation dans les mois qui suivent va évoluer en fonction de la maturité du développement cognitif de l'enfant. On ne peut pas considérer un bébé de quelques mois comme on considère un enfant de 10 ans ou un adulte ou un adolescent de 16 ans. C'est quand même du bon sens, il n'y a pas besoin d'être psychothérapeute pour comprendre ça. Donc il n'y a pas à être... Pour la résidence alternée égalitaire, ce n'est pas l'étalon de ce qui peut se faire de mieux. C'est peut-être satisfaisant sur un plan intellectuel, mais ça reste satisfaisant uniquement sur ce plan-là. Mesdames, pour l'instant, ce n'est pas ce qu'il peut y avoir de mieux. Je vais être obligé de vous couper. On arrive au terme de cette première partie d'émission. On va devoir retrouver nos autres invités. Mais Élodie Singal, je vais quand même vous laisser conclure. Écoutez, conclure sur quoi? Sur ce que vous venez d'entendre, vous pouvez répondre à... Je connais tous ces arguments, je reste favorable à la résidence alternée, même pour un enfant de 14 mois. Après, il faut évidemment adapter la résidence alternée en fonction de l'âge. Je voudrais préciser qu'en aucun cas, je n'ai parlé d'une résidence alternée comptable. Madame Phillips s'appuie et reste complètement rigide sur l'idée que je veux 15 jours. Moi, je considère que, quel que soit le parent, le père ou la mère, si l'un des 2 parents n'a pas au minimum un tiers avec son enfant, on ampute de la possibilité d'être un réel parent et de permettre à l'enfant de se structurer. On a surtout prouvé aujourd'hui, puisqu'on a très peu d'analyses sur la résidence alternée, très peu d'études sérieuses, etc. Mais si, écoutez la revue Excusez-moi, c'est mon tour. S'il vous plaît. Madame Philippe, s'il vous plaît, Madame Philippe. Allez-y, Élodie. C'est Madame Philippe qui aura le dernier mot, rassurez-la. Allez-y, Élodie. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, ce que l'on a, ce sont tous ces enfants divorcés qui sont des adultes, qui ont été en résidence exclusive et qui sont restés justement avec leur maman à voir leur papa qu'un week-end sur 2. Et on voit tous les dysfonctionnements affectifs que ça entraîne. On voit toutes les conduites à risque, les retards de développement également. Donc moi, je dis que puisque l'on sait déjà que la résidence exclusive à la maman ne marche pas majoritairement, il est peut-être temps d'essayer autre chose. Et je voudrais juste conclure sur une chose. Oui, on n'a pas le temps, Élodie. On vous reprend juste derrière. On est obligé d'envoyer la pub. On vous reprend juste derrière. Attendez, on vous reprend juste derrière. Il est 11h39. L'Or FM. Il est 11h45. On va prendre la dernière partie de cette émission très rapidement. On va récupérer Élodie Singal, notre psychothérapeute, pour vous laisser conclure, Élodie. Alors, ce que je voulais dire, c'est qu'il faut arrêter de diaboliser la résidence alternée. C'est pas de la maltraitance, c'est pas de l'abus sur enfant. C'est juste l'enfant qui a l'opportunité de voir ses 2 parents, après avec un découpage qu'il faut trouver en fonction de l'enfant et de l'organisation des 2 parents. Et puis surtout, ce que je voulais dire, c'est qu'un enfant, c'est pas du sucre. C'est pas fait en sucre, c'est extrêmement solide, extrêmement résilient, extrêmement compétent. Ça s'adapte à tout. C'est pas pour autant qu'il faut faire n'importe quoi, mais qu'il faut arrêter de penser que l'enfant est une petite chose fragile qui va se casser dès qu'on lève le petit doigt. C'est plus solide qu'un adulte. Donc on peut aussi essayer et réaliser qu'une résidence alternée, une résidence exclusive, c'est pas fixé, c'est pas définitif, et je pense que votre avocate pourra le confirmer. On peut retourner devant plusieurs fois durant le développement de l'enfant pour justement trouver la bonne solution. Et on a Séverine qui nous laisse ce message sur Facebook. J'aimerais bien vous en parler. Nous sommes comportés en adultes au moment du divorce et sommes de très bons amis qui partageons des repas avec notre enfant. Notre fille va très bien. Elle n'a pas eu besoin de savoir ce qu'il y a eu entre ses 2 parents.
Exactement, c'est très bien dit. Voilà, Séverine, merci pour ce témoignage. Elodie Singal, vous êtes psychothérapeute, merci d'avoir accepté notre invitation. Et puis j'aimerais également rappeler que vous êtes l'auteur du livre Ma famille recomposée, que je vous conseille, on a eu l'occasion de lire, vous avez eu la gentillesse de nous l'envoyer. Voilà, qu'on vous conseille vraiment et ça va faire réfléchir un petit peu les parents sur peut-être les priorités et surtout au moment où on refait sa vie avec un nouveau ou une nouvelle compagne. Merci beaucoup Elodie Singal, à bientôt. Je vous remercie beaucoup. Bonne journée, au revoir. On a Alain au standard avec nous. N'hésitez pas à nous appeler 03 82 21 04 04. Même s'il nous reste très peu de temps, vous pouvez nous donner votre avis sur le sujet. Bonjour Alain. Oui, bonjour. Alain, on vous écoute. Ah ben voilà, moi ça fait maintenant 30 ans que ça s'est passé. J'ai une fille qui a 33 ans maintenant, qui a des petits-enfants. J'ai tout fait pour que ma femme à l'époque on fasse tout pour la gamine, pour Aline. Et je souhaitais même qu'on fasse des anniversaires et machin, et j'avais des refus total. De la part de votre il y a eu femme. mon divorce, et moi à l'époque je travaillais comme un dingue. Je j'avais pas assez de 24 heures dans une journée pour terminer mon boulot. Alors il s'est passé que j'avais donné la garde alternée que j'avais à l'époque avec mon ex-épouse à mes parents. Ah, c'est possible de faire ça, maître? C'est possible qu'un enfant soit confié aux grands-parents, mais c'est en pratique. Là, il y avait une garde alternée qui avait été mise en place, c'est ça? Et quand l'enfant était chez vous, vous la confiez à vos parents? Ben c'est cela, parce que je n'avais pas le temps de la prendre, à moins qu'alors j'aurais dû la mettre dans mon camion, et puis vas-y, un gros bonheur, quoi. D'accord, d'accord. Oui, effectivement, lorsque l'enfant se trouve chez l'un ou chez l'autre des parents, le parent qui en a la charge assume l'enfant du mieux possible. Donc s'il doit le faire garder, il le fait garder par une personne digne de confiance. Voilà, alors justement, je voulais vous dire, excusez-moi de vous interrompre, je voulais vous dire là, que vous vous êtes battu pendant une demi-heure sur la psychologie de l'enfant qui a 14 mois, 19 mois. Là, c'est un peu petit, c'est vraiment un peu petit pour faire comprendre à des enfants que les parents divorcent. Et moi, ma fille avait à l'époque 9 mois. Donc je n'ai pas fait de scandale. Il s'est passé comme ça avec la mère. Mais le problème, c'est que maintenant, ma fille me reproche 30 ans après de ne pas m'être occupé d'elle. C'est-à-dire qu'elle a des enfants. Déjà, ça fait 13 ans qu'elle s'est mariée. Je n'ai pas été invité au mariage. Vachement bien. Merci Aline. Elle a des enfants que je ne connais pas. Parce qu'elle me reproche actuellement, maintenant, elle me reproche de ne pas m'être occupé d'elle. Vous voyez? Alors ça a beaucoup de signification, le divorce. Ça n'a pas que la signification pour les enfants. Parce que là, vous ne croyez pas que je souffre, moi, en tant que grand-père, de ne pas connaître mes petits-enfants? Bah, j'imagine que si. J'imagine que si, que ça doit pas être évident. Bien sûr, bien sûr. J'imagine que si. Vous savez quand même que, bon, je veux pas faire l'avocat du diable, hein, mais vous savez quand même que vous avez des droits en tant que grands-parents. Et je crois que oui, vous allez pouvoir me le confirmer. Non, parce que j'ai discuté une fois par Facebook, justement. J'ai discuté avec Aline, ma fille, et j'ai bien, elle a des trucs, elle part dans des trucs. Je crois même qu'elle est un peu touchée par là. Elle doit être un peu dingue. Mais disons que c'est sans méchanceté aucune. Mais elle me dit que oui, moi je préserve la vie de mes enfants, je préserve ma famille. Je vois pas ce que je peux lui faire de mal, de plus que de vouloir embrasser mes petits-enfants et de leur faire un cadeau à Noël. Hein. Comme tous les grands-parents normaux, quoi. En tout cas, vous avez la possibilité de saisir la justice et de demander un droit de visite et d'hébergement sur vos petits-enfants. Non, mais j'ai pas envie de les perturber, vous voyez ce que je veux dire? Voilà, moi quand j'entends votre discours, je comprends pas. Enfin, je comprends pas. Mais je peux pas dire ça parce qu'on n'a pas le fin mot de l'histoire. On sait pas ce qui se passe dans la tête de votre fille. Mais en tout cas, c'est un joli témoignage, Alain. J'espère que, écoutez, ça pourrait échanger. En tout cas, à titre d'information, dans cette émission, nous sommes obligés de vous le dire. Vous avez des recours judiciaires pour faire valoir votre droit de grands-parents. Non, je n'y toucherai pas. Je laisse ma fille vivre son comportement légalement, puis c'est tout. Alain, j'espère que votre fille vous a entendu. Et si elle nous écoute, on peut peut-être lui dire au moins de discuter sans prendre de décision. C'est pas évident, on connaît pas l'histoire qui s'est passée entre vous. Mais voilà, peut-être que si vous nous écoutez, Aline, peut-être appelez votre papa. Je pense que c'est un monsieur qui souffre. Il vous a fait souffrir, alors c'est peut-être le moment. Elle a quel âge votre fille maintenant? 33 ans. On est une adulte maintenant, on pose les cartes sur la table et peut-être en discuter, je sais pas. Voilà, je me fais un peu l'avocat du diable, mais c'est vrai que votre témoignage est touchant là. C'est gentil de votre part, mais c'est même pas l'avocat du diable, je pense que c'est simplement l'avocat de la sincérité et du cœur. Hein. Bon courage Alain. Écoutez, je vous remercie et bon courage et bonne continuation sur cette radio que j'écoute tous les matins. Merci beaucoup pour votre fidélité. À bientôt Alain. Allez, merci, au revoir à tous. Bon courage. Et puis ne vous battez pas pour rien, parce que les gosses en souffrent assez.
Voilà, je crois que ce sera vraiment le mot de la fin. Merci beaucoup Alain. Allez, merci, au revoir. Au revoir. Au téléphone avec nous, le président de l'association LPLM, les papas égale les mamans. Bonjour monsieur Révérend. Bonjour à toutes et à tous. Monsieur Révérend, on a quelques minutes, on vous écoute très rapidement. Au final, il y a une égalité entre papa et maman, même si les statistiques donnent les mamans plus gagnantes dans les divorces pour la garde des enfants. Pouvez-vous répéter votre question? Il y avait la friture, donc j'ai pas tout entendu. De l'Afrique, d'accord, très bien. Je disais, selon des chiffres, des statistiques, 72% des divorces se terminent avec une garde de la maman, et pourtant vous prenez le papa est égal à la maman. Tout à fait, c'est le cœur de la motivation de notre association. On voit bien à la lecture du dernier rapport avec lequel il faut lire avec un petit peu de prudence, que les pères sont totalement désavantagés par les tribunaux en cas de désaccord sur la garde de l'enfant. Hein. Alors, on va peut-être pas rentrer dans les détails. Non, surtout qu'on est très pressé par le temps. J'ai bien compris qu'on est. Mais je vous donne déjà l'invitation pour le mois de janvier. C'est la décision qu'on vient de prendre à l'instant là avec Gaëtan. On va refaire une émission, on va vous tenir au courant. Et mais allez-y. Il s'agit d'un sujet social extrêmement important qui conditionne l'égalité homme-femme. Et c'est vrai qu'on est dans une contradiction sociale actuellement, puisque d'un côté, la société souhaite que les pères participent plus, avec quoi nous sommes tout à fait d'accord et ce que nous promouvons. A contrario, à la sortie en cas de rupture, on voit que les pères sont volontiers, si j'ose dire, sur un siège éjectable, quelle que soit la configuration, y compris en cas, je dirais, d'accord. Et il faut être très méfiant concernant l'égalité homme-femme sur les accords, puisqu'ils sont régentés par des représentations qui sont encore obsolètes et qui doivent être combattues impérativement et rapidement par les milieux politiques, qu'ils soient de gauche, de droite ou du milieu, on s'en fout. Et là, on voit bien que on a une fracture entre le souhait que les pères participent plus, qui serait très bien pour tout le monde, pour les enfants d'abord, pour les mères comme pour les pères, mais qu'à la sortie, on est un petit peu comme avant. Et ça, c'est une contradiction qu'il va falloir régler rapidement. Bon. Je crois que au final c'est vraiment ce qu'on explique, et il faudrait peut-être enlever cette idée. Moi j'essaye de penser comme un homme de 2013, fin 2013, début 2014, de me dire il faut peut-être arrêter un petit peu cette légende aussi où la maman c'est la mieux placée pour s'occuper des enfants. Moi je suis pas si. C'est un mythe, c'est un véritable. Voilà, mythe c'est ça. Qui est entretenu par mais après, discours pseudo-savants. Monsieur Révérend, après, on peut pas nier aussi le fait que malheureusement, dans un nombre qui est quand même considérable de ménages, le papa, se repose facilement sur la maman. Et c'est peut-être pas finalement la bonne solution non plus à faire. Je peux comprendre. Mais aujourd'hui, une femme travaille comme un homme, une femme peut être cadre, une femme peut être patronne de son entreprise. Aujourd'hui, je pense qu'il faut rediscuter, redéfinir un petit peu tout ça. La femme, on prône aujourd'hui, puis avec l'instauration depuis le 6 mai 2012 des socialistes au pouvoir qui prônent cette égalité, je pense qu'au final, on peut très bien la pousser également sur le niveau du divorce, sur le secteur du divorce. Voilà. Aujourd'hui, il faut s'enlever de cette petite mythologie, comme on dit, de la maman. Impérativement, une aide de l'État. Il faut rappeler que les comportements très différenciés entre hommes et femmes ont fait l'objet de politiques, et notamment sous Vichy, qui a consacré les mentalités qui existaient auparavant, et qu'on est toujours sur cette mentalité-là qui reste politique et qui, pour être réglée, doit faire l'objet d'un volontarisme politique, quel que soit le bord. Je crois que c'est quelque chose qui peut faire vraiment consensus, et qui doit faire l'objet de mesures adéquates, parmi lesquelles une gestion beaucoup plus égalitaire dans les divorces. Merci beaucoup Monsieur Révérend. On prend rendez-vous pour janvier, je vous rappelle dans la journée, on fixe tout de suite la date de l'émission. À très bientôt et passez bonne fête. Merci beaucoup Monsieur Révérend. Maître Borella, merci beaucoup. Merci à vous. On prend rendez-vous en janvier? Pas de souci. Avec grand plaisir 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 janvier? Pas de souci. Avec grand plaisir.